Salut tout le monde, je suis le Tropper et on se retrouve pour cette deuxième partie de vidéo en Terre du Milieu. Si vous avez manqué le premier épisode qui comparait le Hobbit à la Première Guerre mondiale, ça se passe par ici. Et aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on parle du Seigneur des Anneaux et on va voir comment la Seconde Guerre mondiale a pu influer sur son intrigue. Encore une fois, il ne s'agit pas de prouver que les livres ont été décalqués sur les événements réels, mais de trouver des similitudes en sachant qu'ils ont été écrits entre 1938 et 1948. C'est pas comme si la guerre la plus importante du XXe siècle se trouvait pile en plein milieu. Sans plus attendre donc, attaquons-nous à la trilogie pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. Comme vous le savez, j'ai pour habitude de faire des petits résumés des œuvres dont je parle dans mes vidéos. Mais le Seigneur des Anneaux est bien trop volumineux pour que je puisse raconter son histoire en quelques minutes. Ce serait impossible à faire sans grandement dénaturer l'œuvre originale. Du coup... c'est parti. Le Seigneur des Anneaux prend place en Terre du Milieu, un endroit plutôt centriste donc, où il y a fort longtemps, bien avant le Troisième Âge, à une époque que les hommes ont oublié, il s'est passé des trucs. Retenez juste que Sauron, le méchant, a fabriqué un anneau au pouvoir aussi terrible que vague, qui rend les gens invisibles et complètement addicts. Si vous avez suivi ma vidéo précédente, vous savez que cet anneau est arrivé entre les mains du hobbit Bilbon. Son neveu Frodon hérite donc de l'anneau juste avant que le magicien Gandalf le Gris, retenez la couleur, ce sera important pour plus tard, ne découvre qu'il s'agit de l'anneau de pouvoir. Frodon doit donc partir à l'aventure avec son jardinier Sam et deux autres hobbits, Pipin et Charlie de Lost. Au bout d'une heure et demie de film, la communauté de l'anneau se crée enfin. Nos quatre hobbits et Gandalf étant rejoints par Aragorn, roi légitime du Gondor qui était en Erasmus chez les elfes, Legolas qui est enfin dans la bonne trilogie, Gimli qui n'est malheureusement pas joué par Gérard Depardieu et Sean Bean. Après avoir traversé les mines de la Moria et ses combats aléatoires, ils sont attaqués par le poste de fin du disque 1 et Gandalf sombre avec lui dans les profondeurs froides et pleines de microbes de l'oubli. Tout le monde est triste, alors ils décident de faire une descente en canoë pour se remonter le moral et voir du paysage. Mais alors qu'ils allaient commencer l'acrobranche, ils sont attaqués par les orques. Frodon et Sam décident de partir en amoureux, Pipin et Charlie se font kidnapper et les autres décident de partir à leur recherche. Sauf Sean Bean car il est mort. Dans le deuxième opus, Frodon et Sam rencontrent Gollum, condamnant l'humanité à devoir supporter les gens qui croient arriver à faire sa voix en soirée, alors qu'on dirait plutôt Stitch. Pendant ce temps, Aragorn, Legolas et Gimli font du cardio, mais ça ne suffit pas à rattraper les orques. Heureusement, Pipin et Charlie arrivent à s'échapper et rencontrent les Ents. Il faut faire vite, les forces du mal avancent contre nous! Les gars? Les trois caballeros tombent alors sur Gandalf qui, surprise, n'est pas mort! En effet, il était encore une fois parti pexer dans son coin en se faisant le boss en solo. Du coup, il a récupéré toute l'XP et a évolué en Gandalf le Blanc. Ils partent les quatre en direction du Rohan, Gandalf refait l'exorciste sur le roi et il se retrouve assiégé dans le gouffre de Helm. J'ai potentiellement sauté des étapes. Bref, la meilleure scène de bataille de toute l'histoire du cinéma se déroule plutôt mal pour les gentils, jusqu'à ce que Gandalf débarque avec les Rohirrim pour sauver la situation, pendant que la moitié du public fait semblant de se souvenir des Rohirrim qui sont apparus pendant une scène il y a 2 heures. Pendant ce temps, chez les Ents... y a des gens qui meurent pendant que vous parlez! Frodon et Sam rencontrent Faramir, le frère de Sean Bean, qui les arrête. Vous ne passerez pas! Avant de les laisser partir. Ah oui, merde, c'était pas ma réplique. C'est alors que chez les Ents... sinon, vous saviez que Saruman était vegan? Libérez les végétaux! Les plantes ressentent la douleur! La salade, c'est le meurtre! On arrive au troisième opus où Gollum crée la discorde entre Frodon et Sam en jetant leurs réserves de nourriture. Qui a bien pu faire ça? La petite créature sournoise et maléfique qui veut à tout prix récupérer mon anneau, ou mon meilleur ami de toujours, Sam, qui est gros? Sérieux, ça fait 3 fois que Gollum essaye de nous buter? Frodon abandonne Sam et se fait immédiatement défoncer par Shelob, l'araignée géante. Heureusement, Sam surmonte les micro-agressions de son ami grossophobe et va l'araignée avec son gros dard. C'est le nom de l'épée. Pendant ce temps, Aragorn fait une séance de spiritisme et obtient une armée fantôme qui sera sans doute très utile pour la guerre à venir, à condition qu'elle ne disparaisse pas immédiatement après la première bataille. Pipin part à Minas Tirith, la capitale du Gondor, accompagné de Gandalf. Là, il rencontre Denethor, le père de Sean Bean, qui est triste de la mort de son fils, n'ayant sans doute jamais vu un seul film avec Sean Bean dedans. Il y a une bataille, Faramir est blessé et Denethor trébuche et meurt en tombant de la falaise. En même temps, c'est pas facile de voir où on marche quand on est en flammes. Rappelez-vous les enfants, ne vous immolez pas en hauteur et demandez l'aide d'un adulte. La bataille continue, une meuf tue un méchant qui ne pouvait pas être tué par un homme, Legolas surfe sur la trompe d'un olifant, sans déconner, et Aragorn remporte la victoire grâce à son armée de fantômes et il les libère de leur serment? Sérieusement? Bon, Aragorn emmène ses hommes jusqu'à la Porte Noire pour faire diversion dans l'espoir que Frodon puisse en profiter pour détruire l'anneau, et ils sont légèrement en sous-effectif.
Ça aurait été utile d'avoir une armée fantôme là, non? Mais pendant ce temps, Frodon arrive à la montagne du destin, qui est un volcan, la terminologie c'est pas compliqué putain, et Sam prouve que sa carrure imposante n'est pas dépourvue de muscles en portant un Frodon à bout de force. Je suis pas gros, je suis costaud, ok? Même si ce dernier a quand même l'énergie pour trahir tout le monde et abandonner la quête à 2 secondes de la fin. Heureusement, Gollum ne le laisse pas souffrir des conséquences de son horrible décision, lui arrache un doigt et tombe dans la lave avec l'anneau, le détruisant ainsi. Sauron est vaincu, et vaincu ça fait beaucoup, les gentils gagnent et c'est fini. Sauf dans les livres où il faut encore aller sauver la comté qui est ravagée par Saruman, mais c'est un chapitre un peu chiant et redondant, on va pas se mentir. Donc, fin. J'ai presque rien oublié. Sauf à peu près tout. Mais bon, au pire, mettez la vidéo en pause, allez lire les bouquins ou regardez les films et revenez dans 12 heures. La version longue est la seule version tolérée. Bon, on a déjà perdu beaucoup de temps, alors sans plus attendre, je vous propose de plonger dans le vif du sujet. Mais je vais vous prévenir, n'ayant pas envie d'être démonétisé pour avoir utilisé des mots controversés, je désignerai le leader allemand par le moustachu et le parti au pouvoir à l'époque par les petits zizi. Tout comme le Hobbit contenait de nombreuses similitudes avec la Première Guerre mondiale, le Seigneur des Anneaux peut rappeler par moments la Seconde. Voyons donc un peu de quoi il en retourne. On va pas s'amuser à identifier les factions ou les batailles qui auraient pu inspirer l'intrigue, j'ai déjà essayé dans tous les sens possibles, y a rien de vraiment intéressant. Je vous propose donc dans les commentaires d'expliquer pourquoi les hommes du Rohan sont les Américains, les hommes du Sud les Italiens et Aragorn le général de Gaulle. Je pense qu'il est plus intéressant de trouver des similitudes avec l'expérience que Tolkien a pu avoir de cette guerre dans laquelle il ne s'est pas battu. Et lorsque tu es un Anglais resté au pays durant la Seconde Guerre mondiale, il y a une chose que tu vas retenir, les bombardements. Là où la Grande Guerre n'avait pas traversé la Manche et avait laissé le territoire anglais intact, les forces des petits zizi ont bombardé le Royaume-Uni en continu de 1940 à 1941, durant ce qu'on a appelé le Blitz. Et on peut trouver un parallèle dans le Seigneur des Anneaux où, après avoir été épargnée par les événements du Hobbit, la comté voit les forces du mal s'inviter chez elle. Les Nazgûl parcourent la comté en quête d'un saké, et bien évidemment il y a toute la partie où les hommes de Saruman ravagent le pays. Alors Tolkien a exprimé clairement que le nettoyage de la comté n'était pas une allégorie pour l'Angleterre ravagée après la guerre. Mais comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, l'avis de l'auteur, je m'en contrebranle. Se contrebranler, c'est comme se branler, mais en contretemps. Rien à voir avec la contrebasse. Surtout si l'avis de l'auteur réfute mes hypothèses. J'ai peut-être pas de race, mais j'ai de gigantesques... On peut également s'intéresser à Saruman, ancien allié tombé sous la corruption de l'ennemi, et il est difficile de ne pas penser à Vichy. Oui, les Français c'était peut-être les nains dans le Hobbit, mais plus là. Parce que. En effet, durant la Seconde Guerre mondiale, la France est connue pour 2 choses. Avoir capitulé très vite et avoir embrassé le régime des petits zizi. Coupé en 2, notre pays s'est retrouvé occupé par les Allemands au nord et gouverné par le maréchal Pétain, héros de la Première Guerre mondiale, au sud. Ce dernier s'investit des pleins pouvoirs et crée un état autoritaire ayant pour capitale Vichy, collaborant avec les petits zizi. Dans Le Seigneur des Anneaux, Saruman, ancien chef du Conseil Blanc, censé œuvrer pour le bien, se retrouve aveuglé par le pouvoir et décide de s'allier avec Sauron en devenant lui-même un dirigeant autoritaire en Isengard. Le parallèle est facile à faire, d'autant plus quand on sait que le personnage de Saruman a commencé à apparaître dans les versions du récit écrites durant l'année 1940, année de la capitulation française et de l'instauration du régime de Vichy. Tolkien, vétéran de la Grande Guerre, aura forcément été impacté d'apprendre qu'un général s'étant battu à ses côtés a fini par rejoindre l'ennemi, et je pense que ça a joué un rôle non négligeable dans la création du personnage de Saruman. Personnage dont il a souvent mis en avant la moralité ambiguë quand on accusait son récit d'être trop manichéen. Et en parlant de personnages importants du côté de l'ennemi, qu'en est-il de notre petit moustachu? Serait-il trop facile de le comparer à Sauron en tant qu'antagoniste ultime? Eh ben, sans doute que oui. Je ne crois pas que le moustachu soit l'inspiration derrière le Seigneur Sombre. Je pense même que Sauron représente une toute autre chose. Mais pour bien la comprendre, il va falloir découvrir ce que représente un autre personnage essentiel du Seigneur des Anneaux, qui est Gandalf. Le magicien gris, puis blanc, est un pilier important de l'histoire. C'est lui qui guide Frodon sur la quête de l'anneau, il sauve la communauté du Balrog, redonne vie à Théoden, amène la victoire au gouffre de Helm. Gandalf est important. Mais Gandalf ne fait pas grand chose lui-même. En effet, si on regarde bien, le rôle de Gandalf est celui de guide. Il mène les hommes dans la bonne direction. Et ça, c'est pas pour rien. Je vais pas vous faire un topo sur la mythologie de la Terre du Milieu, il faudrait une vidéo complète, mais pour faire simple, Gandalf est une divinité mineure, un maillard. Comme le MJ. Et pour moi, Gandalf est typiquement une figure religieuse, ce qui a du sens quand on sait que Tolkien était très pieux. Bon, déjà le coup du « je me sacrifie pour vous sauver et je reviens des morts pour affronter le mal », c'est quand même plutôt évident. Mais je pense qu'il y a un aspect plus abstrait de Gandalf, qui a du sens dans le contexte de la guerre. Il représente la foi. En effet, on notera que quand Gandalf semble mourir dans les mines de la Moria, la communauté de l'anneau sombre dans le conflit et finit par se séparer. Et je ne pense pas que ce soit anodin.
Pour Tolkien, sans la foi, les hommes sont à la merci de leur faiblesse. Et si vous voulez un autre exemple criant, regardez la bataille du gouffre de Helm. Si les hommes se battent avec ardeur toute la nuit, c'est parce qu'ils ont foi en l'arrivée de Gandalf au matin. Face au Mordor, Gandalf rassure Pippin en lui disant qu'ils ont toujours l'espoir, et il lui parle des rivages blancs qui l'attendent après sa mort. Bref, Gandalf représente la foi et l'espoir. Et il a dû en falloir de la foi pour les Anglais quand la machine de guerre allemande semblait inarrêtable et que les bombes pleuvaient sur la Grande-Bretagne. En 39-45, pour un homme religieux, il devait être facile de se dire que les forces du mal avaient pris le dessus sur celles du bien. Et c'est là où je veux en venir. Sauron n'est pas le moustachu. Il est lui aussi une divinité de la Terre du Milieu. Et s'il ne représente pas le diable, qui a son propre équivalent dans cette mythologie, mais on n'est pas là pour parler du Silmarillion, je pense qu'il est lui aussi l'avatar d'un concept. Et ce concept, justement, je dirais que c'est la corruption. Le terme est d'ailleurs employé à outrance dans les livres. Sauron a corrompu les rois des hommes et les seigneurs nains, tout comme il a corrompu Saruman et Théoden, et tout comme son anneau a corrompu Gollum et à la fin Frodon. Et c'est cette même corruption qui a rongé l'Europe durant la Seconde Guerre mondiale, où le fascisme s'est répandu à travers le continent comme une MST à travers ce groupe de potes chelous qui couchent tous ensemble. Et c'est peut-être là qu'on a le message le plus important à tirer du Seigneur des Anneaux et de la Seconde Guerre mondiale. Non, pas le fait qu'avoir un groupe de potes incestueux mène à un conflit global. Pour quelqu'un qui n'existe pas, t'es quand même vachement con. Le message qu'il faut en tirer, c'est que la corruption peut faire sombrer même le plus innocent d'entre nous. Que la guerre et le malheur peuvent se répandre comme la gangrène, poussés par des hommes avides de pouvoir et sans scrupules. Mais que peu importe à quel point le monde s'enfonce dans les ténèbres et le futur semble incertain, tant qu'on garde l'espoir et qu'on n'arrête pas de croire que même la plus petite des créatures peut accomplir les choses les plus incroyables, alors on n'aura pas perdu. Que ce soit un roi qui répond à l'appel d'un ancien allié, une petite île qui n'abandonne pas face à un empire inarrêtable, un simple hobbit qui traverse l'enfer ou un gamin qui prend le maquis, on peut toujours affronter la corruption tant qu'on continue de croire qu'un futur meilleur nous attend. Alors c'est pour ça que j'aime pas la théorie qui dit que l'anneau unique représente la bombe atomique. Et pour une fois, Tolkien est d'accord avec moi. Parce que c'est pas une grosse explosion qui a permis aux alliés de gagner la guerre contre les petits zizi. Surtout que l'arme atomique a pas été utilisée en Europe. La victoire elle vient de gens qui, alors que tout espoir semblait perdu, n'ont pas abandonné et ne se sont pas laissés corrompre. La Deuxième Guerre mondiale a été gagnée par de simples humains qui, quand les ténèbres sont venus frapper à leur porte pour leur offrir la facilité de la cruauté, ont simplement dit non et ont refusé de coucher dans un même groupe de potes. Sérieusement, pourquoi les gens font ça ? C'est malsain. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également me soutenir financièrement sans débourser un seul centime en regardant des pubs sur ma page Utip. Les liens sont dans la description. Moi je vous retrouve la semaine prochaine sans doute pour une vidéo gaming. Proper, out.